Quand Louis XII ou François Ier résident au château de Blois, c'est du château qu'ils gouvernent la France. C'est ici que se rendent en délégation les ambassadeurs. Et parmi eux... Excusez-moi, je crois vous reconnaître, monsieur... Nicolas Machiavel, envoyé de Florence, pour vous servir. Imaginez-les, sortant de leur carrosse, ou mettant pied à terre, les ministres, les titulaires de charge, les serviteurs, les familles. Que me dit-on, monsieur le gouverneur de mes écuries? Vous ambitionnez de devenir échevin de la ville de Blois. Mais ce ne sont que des marchands qui siègent aux assemblées municipales. Je suis comme eux, citoyen de cette ville. Pourquoi leur abandonnerais-je ce privilège? C'est vrai. Le commerce qui naît de la cour enrichit bien des blaiseaux. Pas tous. Personne n'ira demander au roi que ceux qui besognent à la journée, comme les porte-paix, j'en suis, ou les vendangeurs, gagnent à peine de quoi vivre. Quand le roi va l'entendre, que sont les cours pour les marchands, outre les impôts qu'ils lui doivent, de les payer aussi aux comtes, et pour finir, aux vassaux des comtes. Allons, cessez de gémir. Ne faut-il pas entretenir les ponts, les ports, les fontaines et les chemins? Et les poètes, sire. Je n'aurais garde d'oublier que depuis le temps de Charles d'Orléans jusqu'en celui d'Anne de Bretagne, la cour de Blois a accueilli les poètes comme s'ils étaient des princes. Tenez, voici le plus grand. Votre nom, monsieur? Je veux l'entendre de votre bouche. On m'appelle Pierre de Ronsard. Je vous vois fort attentif à une jeune dame. Ne se nomme-t-elle pas Cassandre? C'est à Blois, en effet, que je viens de la rencontrer pour la première fois. Elle est fille d'un banquier florentin. Et je sens déjà que pour elle, je vais écrire bien des vers. Merci, Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil, n'a point perdu cette vêtrée. Les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Il a 20 ans, Ronsard, et du génie. Depuis près de 30 ans, la France n'est plus qu'un champ de bataille entre catholiques et protestants. Le pays de Loire voyait s'affronter les tenants acharnés de l'une ou l'autre religion. On tuait, on brûlait, on violait au nom du Christ. Ce jour-là, à la Noël de 1588, dans la salle des États, les 7 piliers du XIIIe siècle sont habillés de velours violet, semés de lys d'or. Comme il fait froid, on a recouvert les murs des plus belles tapisseries que l'on ait pu trouver. Le roi Henri III, qui a fui Paris pour se réfugier à Blois, vient d'y convoquer les États généraux. Voici, entre le 3e et le 4e pilier, la tribune. On l'appelle échafaud, où sous un énorme dais s'est assis Henri III. À sa gauche, la reine Louise. À sa droite, sa mère, tout entière vêtue de noir, vers qui se portent tous les regards. Catherine de Médicis. Elle est là, face à cette foule, prisonnière de son éternelle obsession. Je sais bien ce qu'ils pensent tous. Voilà la reine de la Saint-Barthélemy. Voilà celle qui a fait couler le sang des Huguenots.
Pourquoi oublie-t-il que je n'ai pas voulu cette guerre entre Français? Que toute ma vie je me suis acharnée à rapprocher catholiques et protestants, que j'ai vécu pour un unique dessein, mettre fin à cette guerre fratricide. Je suis vieille, je suis malade, je vais mourir. Mon Dieu, faites que mon fils, le roi Henri III, entende le dernier de mes conseils et qu'il accorde le même amour à ceux qui prient en latin comme à ceux qui veulent prier en français. Messieurs, je saluerai d'abord la reine, ma mère. Vous ne devez pas seulement voir en elle la mère du roi, mais aussi la mère de l'État et du royaume. Quant à moi, je suis votre roi, donné de Dieu, et je suis le seul qui le puisse véritablement et légitimement dire. Certains grands de mon royaume ont fait des ligues et associations, mais témoignant ma bonté accoutumée, je veux mettre tout le passé au pas. Dans l'assistance, un homme se trouble. C'est le duc de Guise, qui depuis longtemps accuse Henri III de sympathie huguenote. Les chefs de la Ligue catholique disent hautement qu'il serait meilleur roi que celui qui porte la couronne. Savez-vous ce qu'a déclaré Henri III en fuyant Paris pour se réfugier à Blois? Il faudra qu'il sache que je suis encore roi. S'il a convoqué les États à Blois, c'est officiellement pour se procurer les subsides nécessaires à la guerre. Mais secrètement, c'est pour tendre un piège au duc de Guise, qui semble décidé à lui ôter le trône. Il veut m'enlever de force, me ramener à Paris et me déclarer déchu de la couronne. Le 17 de ce mois de décembre, son frère, le cardinal, a déclaré qu'il buvait à la santé du duc, qui serait bientôt roi de France. Quant à moi, ils veulent me faire moine. Je n'ai plus le droit d'hésiter. Qui va exécuter les ordres du roi? Les 45. Autrement dit, les gentilshommes gascons, recrutés pour défendre le roi contre les entreprises de la Ligue. Sire, j'ai ouï dire à Blois de méchants bruits à mon égard. Est-il vrai que moi, le duc de Guise, je courrais sous votre toit quelque danger? Mon cousin, croyez-vous que j'ai l'âme si méchante que de vous vouloir du mal? Au contraire, je vous déclare qu'il n'y a personne dans mon royaume que j'aime mieux que vous, comme je le ferai paraître avant qu'il ne soit peu. Je vois que mes actions les plus sûres sont prises à rebours par la malice de mes ennemis. Je vous offre la démission de ma charge de lieutenant général du royaume. Si vous m'en donnez l'ordre, je me retirerai dans mon gouvernement de Champagne. Il faut seulement que la confiance renaisse entre nous deux. Croyez-moi, il vaut mieux que je démissionne, quoi qu'il m'en coûte. Je ne le veux point. Mon cousin l'a mis porte conseil. Nous avons beaucoup d'affaires sur les bras qu'il serait urgent d'expédier. Nous nous verrons demain matin au conseil. Je l'ai convoqué pour 7 heures. Vous y serez, n'est-ce pas? Oui, sire. J'y serai. À demain. À 3 heures, il a regagné son appartement. À 6 heures, on est venu l'éveiller. Il s'est fait habiller d'un poids de 50 livres à 500 livres. Et j'ai froid. C'est couvert les épaules d'un mantelet. 7 heures sonne à l'église Saint-Sauveur. Seule une petite escorte accompagne le duc qui descend dans la cour. Il la découvre battue par le militant ancien. Traversant le duc blanche et il les salue. Il se dirige vers le cabinet vieux. Pour y pénétrer,
Il faut ouvrir une porte basse, masquée d'une tapisserie. Guise la soulève du bras gauche, se courbe pour franchir la porte, et aperçoit au fond d'un couloir profond de 2 mètres d'autres gamins qui l'attendent, tâtent les lèvres de sa main. Guise, encore vivant, laisse échapper un dernier sanglot et remue la tête comme s'il voulait parler. Fouillez-le. Dans ses chausses, c'est Froissart, le chroniqueur, et La Fontaine, le fabuliste. C'est Denis Papin qui, enfant de Blois, découvrit le principe de la machine à vapeur. C'est Malherbe, à qui doit tant la langue française. C'est Balzac, et c'est Victor Hugo. Et ce sont chaque année 400 000 visiteurs qui, cherchant à Blois les poisons imaginaires de Catherine de Médicis, ou la tache de sang depuis longtemps effacée qui marquerait l'endroit où mourut le duc de Guise, y trouvent cette sorte de lumière, bien réelle, qui est celle de la France.